Bonjour ou bonsoir à tous. Voici la fin de mes divagations culturelles sur la période du 16 février au 15 mars. Resident Evil est une des sagas les plus connues du jeu vidéo. Plusieurs films ont même été réalisés avec Mila Jovovich dans le rôle principal. Les jeux sont édités par Capcom, firme japonaise, et sont ce qu'on appelle des survival horror. En effet, Resident Evil, ce sont des jeux souvent cultes qui impliquent des virus créés par l'entreprise Umbrella et qui impliquent souvent des invasions de zombies. Personnellement, j'ai joué à assez peu de ces jeux. J'ai juste joué à Resident Evil Révélation 2 qui était très bon, et j'avais vu un youtubeur jouer au 7, l'avant-dernier jeu sorti. Justement, j'ai commencé ce jeu très récemment, et c'est de ça dont j'avais envie de parler. C'est un jeu qui revient aux origines de la série. Les derniers jeux étaient plutôt orientés action, on y incarne souvent des membres d'unités spéciales qui doivent décimer des hordes de zombies. Ici c'est pas du tout le cas, et à tous les niveaux. On y incarne Ethan, quelqu'un comme vous et moi, qui reçoit un message de sa copine qu'il pensait morte depuis 3 ans. C'est un véritable appel à l'aide et il va essayer de la sauver dans une sorte de gigantesque propriété qui semble à l'abandon et qui comprend entre autres un gigantesque et labyrinthique manoir. On se rend rapidement compte que la propriété est habitée par une famille de psychopathes, la famille Baker, et que Mia, la copine du héros, est leur captive, mais pas tout à fait. En effet, on comprend qu'il se passe des choses pas très normales avec ces gens. On comprend qu'ils auraient muté, ils sont quasiment tous immortels, Mia y compris, ils leur poussent des excroissances, ils ne sont plus vraiment maîtres d'eux-mêmes. Bref, on est bien dans Resident Evil. Il y aurait également des histoires de possession, étant donné le fait que Mia, au début, elle veut bien nous suivre, elle nous reconnaît, aucun souci, mais après, elle perd la raison totalement et elle veut nous assassiner. On est donc face à un survival horror qui joue énormément sur son ambiance glauque et malsaine. Ça se passe en plein fond du bayou, dans un coin paumé, l'ambiance est assez humide, moite. Le jeu joue également sur ses personnages, qui sont tous très différents et tous très effrayants. Ils nous font bien sûr penser à la famille de redneck psycho de Massacre à la tronçonneuse. Au final, on retrouve peu d'ennemis, peu de zombies même. Il y a bien quelques créatures plutôt moches qui leur ressemblent, mais le principal adversaire, il ne faut pas s'y tromper, ce sont bien les Bakers. Le jeu se joue à la première personne, ce qui renforce vraiment beaucoup l'immersion, et fait de ce jeu une expérience vraiment effrayante et réussie. D'ailleurs, le jeu peut être intégralement joué en réalité virtuelle. J'ai pas eu la chance de tester cette option, ne possédant pas de casque VR, mais apparemment c'est génial. On n'incarne d'ailleurs pas un super-héros ou un super-flic, on incarne quelqu'un de lambda qui est loin d'être un athlète. D'ailleurs, il est assez lent, ce qui pose parfois problème. Il acquiert des armes et des moyens de se défendre de manière très progressive dans l'aventure, et tout ça renforce l'aspect survival du titre. Il faut faire attention, bien fouiller partout afin de trouver de l'équipement, que ce soit des munitions, de quoi se soigner ou se fabriquer de l'équipement. Plus autre élément qui va dans le même sens, on ne peut pas tout récupérer. Notre inventaire est plutôt réaliste. Dans la vraie vie, on a un sac, quelques poches, on ne peut pas tout prendre. Et là c'est pareil, il doit faire attention, prévoir ses déplacements et savoir se séparer de certaines choses en les mettant dans les nombreuses malles mises à disposition à côté des points de sauvegarde est crucial, sachant que le contenu des malles est partagé entre toutes ces malles. Le jeu comporte de nombreuses énigmes, éléments classiques des Resident Evil. Bien souvent, il s'agit de trouver des clés pour pouvoir ouvrir des portes qui nous donnent ensuite accès à de nouvelles zones. Au final, ce Resident Evil 7 est une véritable réussite. Je suis totalement fan de l'atmosphère oppressante au possible. Le jeu n'est pas vraiment simple et réussit à faire l'équilibre entre action, horreur et exploration. L'histoire est plutôt en retrait mais suffisamment intéressante pour qu'on ait envie d'en savoir plus sur ce qui s'est passé avec cette famille, avec Mia. On cherche forcément le lien avec les autres jeux de la franchise. On a des questions et on veut les réponses. J'ai donc hâte de pouvoir continuer à y jouer, de jouer à d'autres jeux de la franchise et notamment le dernier sorti, à savoir le remake de l'épisode 2 et qui semble tout simplement génial. Le bruit des glaçons est un film réalisé par Bertrand Blier en 2009 et je l'ai vu durant le mois et j'avais vraiment envie d'en parler. Bertrand Blier, c'est un réalisateur français majeur qui a réalisé des chefs-d'œuvre cultes dans les années 70-80 avec des films comme Les Valseuses, Sonne une soirée ou encore Buffet froid. Le 13 mars sort Convoi Express, son premier film depuis Le bruit des glaçons, qui était donc jusque-là son dernier film. C'est l'histoire d'un écrivain alcoolique et dépressif joué par Jean Dujardin. Il s'est retiré dans sa villa où il ne fait pas grand chose à part boire toute la journée son vin blanc qui l'accompagne partout dans son bac à glaçons. Un jour débarque un type joué par Albert Dupontel et qui prétend être son cancer. Il vient le voir pour qu'ils apprennent un peu à se connaître. C'est une fable triste qui tourne autour de cet écrivain désabusé que plus rien n'intéresse, à part de s'exploser le crâne, qui est riche mais qui ne sait pas quoi en faire. Sa femme l'a quitté, il a déjà eu un prix Goncourt, il va pas en avoir un deuxième. Avec lui vit une petite jeune qui n'est intéressée que par son fric, et sa femme de ménage qui s'occupe de lui et qui en est profondément amoureuse. Il va donc être confronté à la mort, à sa mort,
Il va comprendre des choses sur sa vie et sur ce qu'il doit faire. Il va reprendre goût à cette vie, à sa fin, en essayant de vaincre cette mort. C'est une véritable comédie dramatique, on rit autant qu'on pleure. On est assez loin des comédies de Blier, ce qu'il faisait avant, mais l'essentiel est là, des dialogues géniaux servis par des acteurs incroyables, Dujardin et Dupontel en tête, une liberté dans le fond et la forme pour traiter des personnages qui questionnent parfois la morale, mais dont on peut voir une très grande humanité. Blier est vraiment pour ça un de mes réalisateurs préférés. J'ai découvert assez tardivement et j'ai vu qu'une infime partie de sa gigantesque filmographie, mais il est vrai que c'est un auteur, un vrai, qui écrit des dialogues comme personne. Il a un sens de la réalisation bien à lui et surtout ce goût de la liberté folle qu'on retrouve dans tous ses films. Ça peut être parfois amoral, différent des codes classiques de la société, mais elle est peut-être là justement cette liberté. Il aime les sales gosses, les voyous, les gens qui ne se comportent pas comme tout le monde. Ce ne sont pas les personnes les plus intelligentes ou importantes, mais ils ont toutes un intérêt et il en tire une profonde humanité et des films incroyables. Il y a un côté extrêmement cinématographique dans ces films, c'est-à-dire que bon nombre de situations apparaissent comme un petit peu trop irréelles pour pouvoir exister dans la réalité. Par exemple, dans Calmos ou dans Préparer les mouchoirs, on a dans les deux cas deux personnes qui ne se connaissent pas du tout et qui en un instant deviennent les meilleurs amis du monde et passent tout le film ensemble. Dans ces situations, dans cette liberté, on retrouve une poésie immense, même quand c'est cru, vulgaire, immoral et glauque. Et au final, c'est, d'après ma connaissance du personnage, ce qui peut caractériser le mieux le cinéma de Blier. En plus de l'irrévérence et des dialogues, c'est cette liberté qui est d'une beauté et d'une poésie folle. J'ai eu la chance, dans le cadre de mon master, de retourner au TNB, donc le Théâtre National de Bretagne, pour voir une nouvelle pièce. Elle s'appelle Franchir la nuit et est une création de Rachid Ouramdan. C'est une pièce dansée qui s'intéresse aux migrants et notamment aux enfants de migrants. C'est une interrogation sur ces gens qui font souvent l'actualité, autour desquels tournent de nombreuses polémiques, mais au final, on ne sait pas vraiment qui ils sont. La pièce est d'ailleurs faite avec de vrais enfants migrants qui sont sur scène et qui dansent et qui ont participé à la création de la pièce. Sur la scène est reproduite une plage, de l'eau recouvre son entièreté et des vagues viennent en permanence agiter cette eau. La plage, cette porte d'arrivée vers un nouveau monde, la terre promise, la fin de la misère, ou est-ce que ce ne serait pas le commencement d'une nouvelle? On reste sur cette plage tout le long du spectacle et on ressent l'espoir d'un monde meilleur, mais en même temps la difficulté d'avancer dans ce nouveau monde. On avance, mais au final on tourne en rond et dans toute la pièce, on reste dans cette même scène. Le jeu de danse avec l'eau est tout bonnement magique. De manière générale, le spectacle est absolument sublime et c'est les larmes aux yeux qu'on regarde en applaudissant ces enfants tous différents qui saluent à la fin, quand les lumières se sont rallumées. À 2 reprises dans la pièce, un enfant se met à parler et c'est absolument bouleversant. C'est en français, et petit à petit, on reconnaît les textes. Mais c'est quoi? Ah oui, Heroes de David Bowie au début, et Knocking on Heaven's Door de Dylan, plus tard. Ensuite, c'est une pianiste chanteuse qui se met à chanter ses chansons de manière revisitée en accompagnant les danseurs. Et c'est tellement fort, ça accompagne la pièce qui passe de l'espérance à une mort potentielle dans cette eau qui est à la fois une porte vers un monde meilleur, mais qui peut aussi représenter la mort. On peut être des héros, mais juste pour un instant avant d'aller frapper aux portes du paradis. Le choix de ces chansons est extrêmement fort, ce sont des chansons qu'on connaît tous, qui ont été revisitées de nombreuses fois et qui ont un sens extrêmement fort. Elles résonnent en nous pour des raisons différentes, mais elles nous touchent. Quelque part, elles nous permettent de nous approprier cette histoire de ces vies qui sont différentes des nôtres. Et pour l'anecdote, Heroes de David Bowie a un sens extrêmement fort quand on se rappelle du concert de Berlin. En effet, en 1987, 6 jours avant la venue de Ronald Reagan, se déroule un gigantesque concert dont les enceintes sont tournées du côté du mur. Le concert est donc pour Berlin, pour ses deux côtés. David Bowie en est la star principale et Heroes en est une sorte d'hymne. Donc ce morceau, c'est une véritable hymne à la liberté et ça résonne particulièrement bien dans cette pièce. Ce ne sont pas les seules musiques et elles sont toujours bien senties, magnifiques et subliment de la meilleure manière ce spectacle. Le point culminant, c'est dans Knocking on Heaven's Door. Un danseur frappe la surface de l'eau en cadence de manière désespérée. Et en fait, c'est la forme d'une sorte d'instrument de percussion. Une fois c'est sur les temps, une fois en dehors. Bien sûr, c'est à dessein. C'était absolument incroyable. La pièce est courte, 1 heure environ, et excepté quelques longueurs, on ne voit vraiment pas le temps passer. On passe un moment extraordinaire et fou. En sortant et en parlant avec tout le monde, avec beaucoup d'enthousiasme, quelqu'un me dit que comme à chaque fois qu'on y est allé, j'ai adoré, je devrais aller plus souvent au théâtre. Oui, sûrement. Enfin, le 13 mars également est sorti le dernier film de Xavier Dolan, Ma vie avec John F. Donovan, et je suis allé le voir, comme d'habitude, à l'Arvor.
J'apprécie vraiment beaucoup Xavier Dolan, c'est un de mes réalisateurs favoris, et j'ai vu quasiment tous ses films, à l'exception de Tom à la ferme. Je trouve comme beaucoup de monde qu'il a un talent énorme. Il a 29 ans, a réalisé son premier film à 19 ans, il a déjà 7 films à son actif, quasiment tous reconnus par le public et par la presse. Il a déjà gagné de nombreux prix, notamment à Cannes. Son parcours est déjà incroyable, et il a une façon de réaliser des films qui est bien à lui. Il existe une patte Dolan. Quand on voit un de ses films, on sait que c'est lui qui est derrière la caméra. Ce sont d'abord des films avec des thématiques qui lui sont très proches, notamment le rapport souvent conflictuel avec sa mère, sa famille, ça parle de différences, etc. Ensuite, ces films sont beaux en termes d'image, de plans, de musique. Même je trouve sa personnalité très intéressante parce que à la fois il fait des films d'auteur, et dans l'esprit d'auteur, et dans l'esprit des gens, les films d'auteur c'est assez chiant, c'est assez élitiste. Mais à la fois il aime des choses extrêmement populaires. Et par exemple, son film préféré est Titanic. Ça peut sembler être une contradiction, en réalité ce n'est pas une, mais ça se ressent parfaitement dans ses films, c'est ça qui est intéressant. Et en fait, je me reconnais tout à fait là-dedans. Si on parle de cinéma, j'apprécie autant les films d'auteur que les blockbusters. On met souvent ces deux genres en opposition, ce que je trouve être une grave erreur. Bref, je suis extrêmement fan de ce cinéma, et donc quand son dernier film est sorti, je me suis précipité au cinéma pour pouvoir le voir. Ma vie avec John F. Donovan, donc The Life and Death of John F. Donovan, en VO, décrit la vie de deux personnes, d'une part donc John F. Donovan, acteur de série à succès, et d'autre part, un enfant acteur de 11 ans, fan de John, et qui lui envoie une lettre de fan. John va lui répondre, et une longue correspondance par lettre va s'entretenir et créer une amitié originale. Le film s'appelle Life and Death of John F. Donovan, et donc dès le début du film, on apprend qu'il est mort, et le film montre également la déchéance d'une idole. C'est le premier film américain de Xavier Dolan, avec des acteurs très connus, Kit Harington dans le rôle titre, Nathalie Portman, et le film a pas mal divisé en fait. Je pense que j'ai vu autant de critiques négatives que de positives. En sortant de la salle, la première chose que j'ai entendue était une dame se plaignant du caractère prétentieux et insupportable du film. Personnellement, moi je l'ai adoré, mais je comprends vraiment qu'on puisse penser ça. En fait, c'est assez rare, mais j'ai du mal à avoir un recul sur le film. Je parlais dans une précédente vidéo du rapport entre ce que l'on aime et ce qui est bon, et là je sais que j'ai adoré le film, mais j'ai du mal à dire si ce film est vraiment excellent. Alors oui, c'est différent de ce qu'il faisait avant, et c'est normal. On ressent toujours la patte de Dolan, c'est un film très personnel sur le rapport à la célébrité, le rapport entre fans et artistes. Et c'est marrant de se rappeler que Xavier était également un enfant acteur et qu'il avait envoyé lui-même des lettres de fans à DiCaprio. De plus, c'est également drôle parce que Kit Harington est très connu justement pour une série, Game of Thrones. De plus, le film est très beau, que ce soit en termes de réalisation, de photographie, de couleurs, de musique. Les acteurs sont vraiment excellents, notamment Kit Harington et Jacob Tremblay qui joue le petit garçon, qui peut être parfois insupportable mais qui arrive à se transcender, chose qu'arrive un peu moins à faire Nathalie Portman, j'ai l'impression. Peut-être qu'après, il manque quelque chose pour en faire un très grand film, mais c'est quelque chose, je sais pas ce que c'est. Tout ce que je sais, c'est que peut-être que ce film est un peu moins intéressant que les précédents films de Dolan, mais que je l'ai vraiment aimé, qu'il m'a touché. J'avais l'impression de sentir Xavier Dolan faire des choses qu'il avait envie de faire, et sa démarche était plus sincère que jamais. Pour conclure, Xavier Dolan reste un de mes réalisateurs favoris, et j'ai vraiment hâte de voir ses prochains films.